6h59, partout au Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue à chacun et à tous. C'est votre matinale qui s'installe. Le premier acte qui scelle le démarrage de cette émission, c'est bel et bien l'information et c'est tout de suite avec Génial Afouda Monsi Agoka. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nos héroïnes nationales sont de retour au bercail après avoir tenu tête à leurs adversaires ivoiriennes au stade de Kégué à Lomé sur le score de 4-1. Les Amazones U20 ont reçu un accueil triomphal sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou, un lieu hautement symbolique pour célébrer ces guerrières. Le point avec Maclé Adam Oussoli et Fifame Salomé Atalidji. Elles sont de retour au bercail, ces valeureuses guerrières du Bénin. Et c'est au pied de l'Amazone, symbole de courage, de bravoure et de patriotisme, que le Bénin célèbre ses héroïnes. À l'image des Agodji et ces valeureuses guerrières qui ont marqué durablement l'histoire du Bénin, les Amazones U20 du Bénin reviennent de Lomé victorieuses avec un exploit inédit. Elles ont réussi à décrocher une qualification historique à la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026. L'émotion est à son comble. Supporters, parents et curieux se sont donné rendez-vous pour accueillir en triomphe cette génération exceptionnelle, sacrée au terme d'un parcours remarquable. C'est une première, c'est historique. Tout le monde est en joie ici. Tout ceci, c'est grâce à l'effort du ministère, de la Fédération et surtout du président de la République qui a énormément investi durant ces 5 ou 10 dernières années dans le football. Il faut les célébrer justement pour donner envie à d'autres jeunes filles, à d'autres jeunes garçons de pouvoir porter le drapeau du Bénin. Dans la foulée, nous avons rencontré Corneille, le père de Larissa Saïzonou, la gardienne. Quand ma fille a commencé à Copa de Domaine, vraiment, moi je n'ai pas voulu. Comme c'est sa maman qui m'a dit que je n'ai qu'à lui laisser, je n'ai qu'à lui laisser. Vraiment, quand je l'ai laissé, c'est le résultat. Bon, ce que je vais conseiller les autres, si la fille a décidé quelque chose, il faut la laisser. C'est Dieu qui sait tout ce qu'il fait. Pour ces Amazones, l'aventure ne fait que commencer. Après avoir écrit une nouvelle page de l'histoire du football féminin béninois, elles ont désormais un autre défi. Poursuivre la conquête jusqu'en Pologne avec une ambition assumée de ramener la Coupe au Bénin en septembre prochain. Et dans la liesse de l'accueil triomphal, nos reporters ont pu recueillir la réaction de quelques joueuses. Et vous allez l'entendre, heureuses de cette qualif historique. Elles promettent déjà de tout donner pour ramener la coupe au Bénin. On les suit. Je suis tellement contente parce que c'est pour la première fois. J'ai la joie au cœur parce que je n'ai jamais été célébrée comme ça. En Pologne, on me promet au Béninois que je ne vais pas encaisser le but. Les émotions sont énormes. C'était une promesse. On l'avait faite et puis on l'a tenue. Et je pense que c'est mérité. Comment vous vous sentez à être célébré comme ça? On se sent bien quand on est chez soi, bien en joie, quand on constate qu'on est aimé par nos proches, par notre pays. Moi personnellement, je suis dans la joie parce que je réalise vraiment que le Bénin, tout le Bénin nous aime de tout son cœur et puis il donne tout ce qu'il faut pour nous supporter. C'est le début et puis en Pologne, on promet de faire plus que ça. Honnêtement, ça fait longtemps que je ne suis pas venue au Bénin. J'avais oublié à quel point j'aimais ce peuple, la joie qui est dans nos cœurs de s'être qualifié, tout l'encouragement que tout le peuple nous a apporté. Je pense qu'on ne peut pas être plus heureuse que ça en ce moment. C'était quoi cette émotion qui vous a habité après avoir marqué ce but? C'était la fierté parce que depuis que je suis venue pour jouer, j'ai toujours voulu marquer pour mon équipe, quoi. Et comme c'est arrivé hier, en plus le but qui ouvrait tout, je ne pouvais pas. J'avais tellement de fierté d'avoir pu aider l'équipe à avancer un pas vers l'avant. Et Pologne, c'est déjà septembre prochain. Qu'est-ce que vous promettez aux Béninois? On promet de faire du meilleur qu'on peut, de se rendre le plus loin qu'on peut et de rendre fier le peuple une fois de plus.
Et parlant toujours des Amazones U20, leur performance est saluée par leur sélectionneur. Ce dernier a par ailleurs tenu à saluer les efforts des autorités béninoises en faveur du sport féminin. C'était hier sur notre plateau dans le 20h. On écoute Abdoulaye Ouzéo. Marquer 4 buts à la Côte d'Ivoire, quand même, il fallait le faire. Même si c'est vrai que nous, à domicile, durant toute la campagne, on a marqué en moyenne 4 buts à la maison. On a toujours marqué premier match 5, deuxième 4 et troisième 4. Mais 4 buts contre la Côte d'Ivoire, je ne m'attendais pas du tout. Donc je pense qu'elles sont transcendées. Tout le mérite leur revient. Je pense qu'elles ont été dociles, elles ont été attentives depuis le début. Ça fait des années qu'on l'a rêvé. Aujourd'hui, on est fiers de l'avoir fait. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère. Et tels des enfants consciencieux, je pense qu'on avait le devoir quand même de dire merci à nos parents. Au niveau de la fédération, un nouveau président va prendre place. Et au niveau de l'État aussi, du Bénin, un nouveau président va prendre place. Donc il fallait quand même montrer que nous n'avons pas perdu notre temps et surtout encourager nos parents afin que ça se poursuive avec le nouveau centre de formation qui va être érigé à Lokossa. Je pense qu'on est sur le bon chemin, hein. On ne va pas s'arrêter là, on a du talent. On a souvent douté de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, c'est un Bénin décomplexé, hein, surtout chez les dames. Voilà, c'est un Bénin décomplexé. Il va falloir continuer comme ça parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire parce qu'on est capable de beaucoup de choses. Allez, on change de registre. Cap à présent sur l'aéroport de Cotonou. Les premiers pèlerins ont pris départ pour le Hadj 2026. C'était hier après-midi sous le regard de nos reporters Élisée Degbayon et Ilvaes Bayogon. Regardez. Il est à peine 4h30 du matin et déjà le site d'accueil des pèlerins du Hadj grouille de monde. C'est ici que se déroulent chaque année les formalités d'enregistrement des pèlerins en partance pour la Mecque. D'un côté, c'est le contrôle de présence et des documents de voyage. De l'autre, c'est la pesée et le contrôle des bagages par les agents de la police républicaine. Sur ce site dédié à la centralisation des opérations d'embarquement, rien n'est laissé au hasard. Ce site, c'est l'aéroport des pèlerins parce que tous les acteurs aéroportiers sont là, et chargés de la sécurité, chargés de la fouille et chargés de la lutte contre les trafics et les stupéfiants. On procède à l'appel de pèlerins exactement comme à l'aéroport. Ils passent au guichet de la police des airs et des frontières et qui check le passeport et admis ensuite dans la zone d'embarquement. Ils sont mis dans des bus entièrement stérilisés sous le contrôle des autorités policières afin de s'assurer que pendant tout le trajet, nos pèlerins déjà qui ont fait l'objet de toute fouille et qui sont vraiment admis à embarquer dans le vol sont dans les mêmes conditions jusqu'au pied de l'avion. Après cette étape importante, le cap est mis sur l'aéroport de Cotonou pour l'embarquement. Comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, l'avion en partance pour la Mecque est déjà rempli des pèlerins. Vous savez tous les efforts que le gouvernement a consentis, toutes les réformes qui ont été faites pour que le Hadj soit désormais un Hadj bien organisé, afin que chaque pèlerin puisse pouvoir partir en toute sérénité. Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport au Hadj 2026, il y a eu quand même des innovations. C'est le fait que chaque pèlerin a été doté de 3 valises cette fois-ci marquées du sceau du Bénin, République du Bénin, déjà pour redorer l'image du Bénin et aussi faire en sorte que les pèlerins voyagent en toute quiétude avec de la bagagerie, d'un standing à l'image du pays. Et l'autre chose aussi sur laquelle il faut insister, c'est les cuisiniers que nous faisons partir du Bénin, de faire en sorte que les pèlerins béninois puissent s'alimenter vraiment au goût béninois. Le pèlerinage à la Mecque, encore appelé Hadj, est l'un des 5 piliers de l'islam. Il doit être entrepris au moins une fois par tous les musulmans qui en ont les moyens. Et on parle culture et mémoire collective avec la restauration des archives audiovisuelles béninoises. Grâce à une coopération entre le Bénin et la Chine, plusieurs documents audiovisuels historiques ont été restaurés et numérisés. Les résultats de ce projet ont été officiellement remis hier à la FCRTB. Sientish Kinkpon, Annick Saint-Roux et Igor Ayosso pour les détails.
Nous sommes à la bibliothèque de la Société de radio et télévision du Bénin où se déroule la cérémonie de remise des résultats du projet de restauration des archives audiovisuelles historiques du Bénin, une initiative menée dans le cadre de la coopération sino-africaine pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine audiovisuel béninois. Pendant plusieurs mois, techniciens et experts ont travaillé à la numérisation et à la restauration de documents retraçant des moments marquants de l'histoire du pays. Un projet salué par les acteurs du secteur qui y voient un moyen de transmettre la mémoire collective aux générations futures. Nous-mêmes, quand on aura numérisé les archives, il faut les valoriser. Il faut les valoriser en les mettant à nouveau à l'écran pour que les personnes qui ont perdu certains pans de notre culture, de notre histoire, puissent revivre cette période qui n'est pas la leur forcément pour transmettre l'histoire de notre pays. Cette coopération ouvre également la voie au renforcement des capacités techniques dans le domaine audiovisuel. Dans un contexte où la conservation numérique devient un défi majeur, cette initiative apparaît comme une réponse à l'urgence de protéger le patrimoine documentaire du Bénin. Hier marquait la commémoration du décès de Bob Marley, une date symbolique pour les amoureux du reggae et du mouvement Rastafari. À l'occasion, Scientifique Quimpon, Lauriel Souba et Mariano Gankou nous emmènent à la découverte de cet univers-là. Regardez. Quand le reggae résonne, c'est toute une philosophie qui s'exprime. Des couleurs symboliques, une identité forte. Et derrière la musique, un mouvement né d'une quête de liberté, de dignité et de reconnexion avec les racines africaines. Le Rastafari puise ses racines dans l'histoire douloureuse des peuples noirs. Cap sur la Jamaïque des années 1930. Entre pauvreté, discrimination et exclusion, les descendants d'esclaves cherchent un repère, une dignité, une reconnexion avec leurs origines africaines. Les discours du militant noir Marcus Garvey éveillent alors les consciences. Les regards se tournent vers l'Afrique et particulièrement vers l'Éthiopie. L'empereur Haïlé Sélassié devient un symbole de résistance et d'émancipation noire. Puis vient le reggae. La musique devient le principal canal de diffusion du mouvement à travers le monde. Et impossible d'en parler sans évoquer Bob Marley. Avec ses chansons engagées, l'artiste jamaïcain transforme le reggae en message universel de paix, d'unité et de conscience africaine. Et Bob Marley, vraiment, dans ses cantiques, nous a invités à conjuguer tout ce que nous avions comme action à mener pour retourner justement dans notre état divin. Au-delà de la musique et des symboles, le Rastafari prône le respect de l'être humain, le retour aux racines africaines et une vie plus proche de la nature. La philosophie parle de la liberté, de la justice, de l'équité pour tout le monde, sans différenciation ni d'âge, ni de religion, ni de race. Beaucoup pensent que c'est juste un mouvement de libération pour les Noirs. Non. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'un règne politique ou d'un règne, disons, de domination, mais il s'agit d'un règne, d'harmonisation. L'homme doit régner sur la création et être en harmonie avec la nature et non pas être contre la nature. Et à ce moment-là, nous savons que de nouveau, nous allons briller. Oui, parce que, comme on dit, diamant noir, nous sommes un diamant noir et nous devons briller. Aidez-moi à le chanter. Au Bénin aussi, cette philosophie a trouvé un écho. Des figures locales continuent d'en transmettre les valeurs aux jeunes générations. Parmi elles, le Père Dja. Au moment la loi de Rastafari aimer tout un chacun pour que la vie soit toujours meilleure et que nous puissions
donner à chacun le mieux-être. Longtemps réduit à son univers musical, le Rastafari demeure avant tout un mouvement culturel, spirituel et identitaire. Une pensée née en Jamaïque, mais dont les résonances continuent encore de traverser les frontières et les générations. Voilà, ce sera tout pour ce matin. Merci d'avoir suivi. On espère que vous avez apprécié. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Tout à fait. Oui, tout à fait. Merci à vous. Génial. On se dit à demain. Oui, toujours avec le même plaisir. N'en doutez surtout pas. Allez, bonne suite de journée. Merci. Mesdames, Messieurs, cette émission va se poursuivre. Aujourd'hui, nous allons parler politique comme les autres jours. C'est vrai qu'hier, on n'a pas parlé politique, mais aujourd'hui, on parlera politique tout simplement parce que l'échiquier politique est un mouvement et vous l'aurez remarqué. Après, on va faire un tour dans Espace Santé. On parlera aujourd'hui des soins qu'on doit apporter à nos amis, les gardiens de maison, les chiens, je vais dire. Mais avant de retrouver tout ceci, mesdames et messieurs, on va installer notre invité politique avec le tapis que voici. Ils ont choisi de rester dans l'opposition. Eux, c'est le parti Les Démocrates. Par contre, le parti FCBE a décidé de rentrer dans les rangs, comme on le dit désormais par ici. Donc, la force Cori, pour un Bénin émergent, a décidé de faire partie intégralement de la mouvance présidentielle après avoir échoué aux élections présidentielles, il faut le dire. Alors, comment est-ce que pendant les 7 années qui arrivent, l'échiquier politique va se comporter? Aujourd'hui, nous avons donc les positions. La famille de la mouvance présidentielle s'élargit et l'opposition aujourd'hui est représentée par le parti Les Démocrates qui désormais veut faire une opposition républicaine et surtout une opposition dite constructive. Alors, pour parler de cette thématique ce matin, je reçois pour vous, confrère, j'ai envie de dire, un analyste politique, Mohamed Liamidi. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour téléspectateurs, bonjour Béninois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Quelle analyse faites-vous tout de suite de la position prise par le parti FCBE? En fait, c'est une conséquence de ce qui avait déjà été annoncé. Vous savez, on se rappelle bien que à la veille, c'est-à-dire quand on était dans les tractations pour les élections présidentielles, quand il fallait désigner le candidat, on se souvient tous que le parti FCBE n'était pas en mesure à lui seul de pouvoir désigner parce qu'il n'avait pas rempli les conditions nécessaires, c'est-à-dire qu'il lui manquait des parrainages pour pouvoir désigner son candidat, pour pouvoir faire passer son candidat, donc pour compétir à cette élection présidentielle. Ce qui les a amenés dans le respect, bien sûr, je le dis, de la légalité républicaine, du cadre que la loi du pays, les réformes, bien sûr, ont permis, ont tracé, c'est-à-dire la possibilité d'accord, soit de coalition parlementaire, soit de gouvernance avec les partis qui, eux, ont suffisamment de parrainage, peut-être même en plus, pour pouvoir trouver le nombre qui leur manque de l'autre côté et pouvoir aussi participer à ces élections, à l'élection présidentielle. Donc, c'est cette démarche que la FCBE avait eu à faire, on se rappelle tous, ce n'est pas une invention. Et donc, je pense que c'est dans la suite. Vous savez, on est allé à une élection. L'élection, c'est qu'on gagne ou on perd. Et donc, ils sont allés à cette élection. Le peuple a choisi de continuer avec ce qui a commencé depuis 10 ans déjà. Et le peuple a choisi de rester dans cette continuité. Et donc, en faisant passer, en optant, en plébiscitant, je vais dire, le duo Wadaï-Talata. Et donc, la FCBE ayant perdu, ils avaient fait un accord de gouvernance. L'accord de gouvernance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, moi, je vais à l'élection, je compétis en face de toi. Donc, si je gagne, si je gagne, alors là, j'ai les coups de franche pour exercer le pouvoir. Si je ne gagne pas, en ce moment, c'est qu'on peut alors se mettre ensemble, parce que les bonnes idées, je le dis souvent, on peut les trouver partout.
ce qui est bon de l'autre côté, on peut prendre, ajouter à ce qui est bon là-bas et ensemble pouvoir servir le pays. Ce qui est important, je le dis toujours, c'est la satisfaction, la résolution des problèmes du quotidien des Béninois. C'est ce qui est important. Et quand on est parti politique, quand on ne souhaite que ça, je pense que cette démarche est tout à fait conséquente. Mohamed Liabidi, lors des campagnes, les Béninois ont suivi. C'est vrai, les Béninois ont fait leur choix, mais les idées n'étaient pas pareilles. Paul Rompin, par exemple, qui était le porte-étendard du parti FCBE, faisait des propositions qui n'étaient pas celles du duo Wadaye-Talata. Est-ce que normalement, dans la logique républicaine, le parti FCBE ne devrait pas attendre d'observer ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, ou carrément continuer de proposer ce que son candidat proposait aux Béninois, au lieu de rejoindre pieds et mains liés, j'ai envie de dire, la mouvance présidentielle de cette manière? C'est un choix. C'est un choix parce que vous avez été à l'élection, vous avez proposé un projet. Et en face, il y a eu un autre projet. Et le peuple a opté pour un projet contraire au projet de l'autre camp. La contradiction, elle peut être relative. Elle peut ne pas, bon, je dirais qu'elle n'est pas absolue. Elle peut être relative, c'est-à-dire que l'objectif ici, c'est quoi en fait? Il faut raisonner en termes d'objectif. L'objectif, c'est la satisfaction des besoins des populations. Vous avez des idées. L'autre camp aussi a des idées. Le peuple a adoubé l'autre camp. N'empêche que vous pouvez avoir des idées qui peuvent aussi concourir à atteindre l'objectif qu'est la satisfaction des besoins des populations. Et en ce moment, puisqu'on décide de travailler ensemble, c'est ce que disent les accords, hein, c'est pas autre chose. Et on peut maintenant chercher à respecter, c'est-à-dire à mettre en œuvre ces accords en disant, alors on se met ensemble, on met nos idées ensemble, les bonnes idées, comme je l'ai dit, sont partout. Et s'il y a des compétences là-bas, s'il y a des savoir-faire là-bas, des idées là-bas qui peuvent aider à régler le problème des populations, je pense que cela ne peut être que tout bénéfice pour les populations qui ne demandent autre chose que d'être satisfaits. Mohamed Liabidi, on a vu le parcours du parti FCBE, opposition radicale, puis après opposition modérée, ensuite accord de gouvernance, prise de parrainage de l'autre côté, puis aujourd'hui mouvance présidentielle. Alors, le parti LD, opposition farouche, aujourd'hui se dit parti d'opposition républicaine et constructive. Est-ce que vous voyez en ligne de mire le même parcours emprunté par FCBE être engagé par le parti Les Démocrates qui peut-être dans quelques années va rejoindre la mouvance présidentielle aussi? Vous savez, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Quand je dis nous, je parle de ces partis-là. Parti de la mouvance, parti d'opposition. En réalité, moi, personnellement, ce n'est pas un thème que j'aime vraiment, opposition, mouvance. Pour moi, c'est à la limite, je dirais, des indicateurs de sous-développement. Parce que ce qui est important, à l'étape où nous en sommes, à l'étape où notre nation en est, une nation en construction, on a besoin de construire la nation. Donc, on a besoin de fédérer les efforts, de fédérer les idées. Et sur ce plan-là, pour moi, une bonne idée ne peut pas être de trop. Alors, quand on disait opposition radicale, opposition modérée, moi, ça me faisait toujours rire. La radicalité, c'était par rapport à quoi? Ce n'était pas par rapport aux idées, ce n'était pas par rapport à la vision, ce n'était pas par rapport à l'idéal, à l'idéologie. Non, la radicalité de cette opposition, c'est-à-dire les démocrates, qui est en train, comme ils l'ont dit là, de migrer, je vais dire, vers une opposition constructive. Leur radicalité d'entretemps, c'était lié à un homme. C'était basé sur 2 hommes. Chez eux, Boni Yayi, ancien président, et à la mouvance, le président de la République, le président Patrice Talon. Donc, c'était ça l'objet ou le fond de cette radicalité qui aujourd'hui, je dirais, du moins, ils sont en train en tout cas, ils ont dit qu'ils sont en train de migrer vers une opposition constructive. Je vais attendre de voir. Ce n'est que si cela peut se matérialiser, cela ne serait que bénéfique pour la République. Parce qu'en réalité, le défaut de nos partis, le défaut de ces partis politiques, surtout ces partis politiques d'opposition et en l'occurrence le parti Les Démocrates, c'est que ces partis ou ce parti ne sont pas producteurs d'idées. Quelles sont les idées? Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que ce n'est pas une insulte que vous leur faites en disant qu'ils ne sont pas producteurs d'idées? Attention, c'est quand même un parti rempli de cadres et de personnalités qui ont servi et continuent de servir le pays.
de gouvernance du président Patrice Talon, je n'ai pas vu cette proposition qui émane du parti Les Démocrates pour dire que vous avez proposé tel ou bien vous avez choisi de faire tel, vous avez choisi de régler les problèmes des populations de telle manière. En face, nous vous proposons ceci comme alternative. Est-ce que la mission d'une opposition, dans le contexte où il n'y avait pas de trêve politique et il n'y avait pas eu de révision de constitution, est-ce que la mission d'un parti politique de l'opposition, c'est de faire des propositions au gouvernement pendant que le gouvernement a toutes les ressources qu'il faut pour s'appuyer sur les compétences qu'il faut pour faire des propositions? Je vais vous surprendre. Les besoins des populations, quand la trêve politique n'était pas encore consacrée par la loi, sont les mêmes que lorsque la trêve politique aujourd'hui est consacrée par la loi. Mais ces besoins, on pourrait vous répondre que ces besoins doivent être satisfaits par ceux qui détiennent le pouvoir. C'est le jeu de la démocratie, n'est-ce pas? Ceux qui aspirent aussi à gouverner, à prendre le pouvoir pour régler aussi les problèmes de population sont tenus de dire que ce que vous voulez faire là, le chemin que vous voulez emprunter là, moi j'estime que ce n'est pas le bon chemin, ou nous estimons que ce n'est pas le bon chemin, et en face, voilà ce que nous vous proposons. Et quitte à ce qu'on mette les idées en face et qu'on puisse voir qu'est-ce qui peut mieux faire l'affaire, qu'est-ce qui peut mieux répondre aux besoins des populations. C'est ça en fait la chose. Et si vous voulez mon avis, ce communiqué, quand je l'ai lu, vous voyez, cette ligne, ou du moins cette nouvelle ligne que se donne le parti et les démocrates après tout le parcours qu'ils ont eu à faire depuis leur création à aujourd'hui, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas un acte de grandeur. Ce n'est pas un acte de grandeur, c'est plutôt un réalisme brutal. Aujourd'hui, ils décident de s'habiller de ces vêtements, c'est-à-dire les réformes que le président Patrice Talon a conçues avec patience, avec méthode, pour aboutir à ce que nous avons aujourd'hui, un Bénin moderne. Et comme je le dis, pour moi, ce n'est pas du tout un acte de grandeur, c'est du réalisme. Aujourd'hui, quelle est leur réalité? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils se retrouvent dans une situation où ce qu'ils cherchent, là, maintenant, parce que nous entrons dans un septennat, après qu'eux, ils aient échoué à participer, à remplir les conditions pour participer aux élections législatives et communales, donc ils n'ont pas d'élus, ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de conseillers, ils n'ont pas de maire, ils n'ont pas de chef quartier, ils n'ont rien. Et le pouvoir exécutif, ce n'est pas avec eux. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est même pas la conquête du pouvoir, c'est plutôt la survie. C'est la survie. Est-ce que vous ne leur faites pas un procès d'intention du moment où le parti FCBE se retrouve dans le même schéma? Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention que vous êtes en train de faire au Parti des démocrates? Et au-delà de tout ça, Liamidi... J'ai précisé au début que je souhaite bien qu'il puisse arriver. Ce serait tout bénéf pour les populations parce que nous avons besoin d'avoir des propositions de partout, que des idées puissent sorti de ces organisations-là, que ça puisse profiter. N'y a-t-il pas, Liamidi Mohamed, une sorte de contradiction dans cette posture quand on sait que nous nous dirigeons pratiquement vers un système où les pensées seront les mêmes? Est-ce que l'absence de choc des idées, de pluralité du débat public ne va pas être un handicap pour celui qui est au gouvernail, parce qu'il est dit qu'il n'appartient pas à celui qui pédale le vélo de regarder derrière, ou celui qui trace la voie et parfois oublie parfois que la voie n'est pas bien droite. Le système que vous mettez en face, là, s'il y a une pensée qui serait et qui est la même, à mon avis, c'est le développement du pays. C'est le développement, c'est que le pays puisse progresser, puisse continuer dans l'élan de progrès entamé depuis 10 ans. Maintenant, l'approche, la vision peut être différente selon chaque parti avec les idéaux de ces partis-là. Quand vous prenez l'UP, le Renouveau, quand vous prenez le Bloc républicain, quand vous prenez Moël Bénin, et quand vous prenez, aujourd'hui, je dirais aussi, la FCBE qui rejoint aussi la grande famille de la mouvance. Et en face aussi, les démocrates. Donc, voilà le système dans lequel on se retrouve. Ce à quoi nous aspirons tous, c'est le développement, c'est le progrès. Maintenant, l'approche de chacun n'empêche quand même qu'on puisse se retrouver pour dire, sur les problèmes que nous avons, c'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait l'électricité en quantité et en qualité, comment faire qu'il y ait l'eau partout, au-delà du progrès suffisant, le bon qualitatif que nous avons fait ces 10 dernières années, comment faire pour que l'école puisse répondre aux besoins que nous avons en termes de marché.
et régler tous ces problèmes-là auxquels les populations sont confrontées, la question du pouvoir d'achat qui est une question primordiale pour vous et moi, pour tout le monde d'ailleurs, et donc la question d'avoir des soins de santé de qualité. Comment faire face à tous ces problèmes? C'est qu'on se regarde en face, on se dit voilà comment nous voulons y arriver, voilà les idées que nous avons. Néanmoins, c'est le peuple a donné carte, le peuple a donné, je vais dire à la limite procuration, le peuple a choisi que ce soit les partis de la mouvance aujourd'hui qui ont porté le candidat Wadaï, aujourd'hui président élu et qui va prêter serment dans quelques jours, que ce soit ceux-là qui soient à l'élection qui décident finalement de quelle idée passe et de quelle idée ne passe pas, quitte à ce qu'on se rende compte qu'il y a peut-être une meilleure idée. C'est ça ce que le peuple a choisi et c'est ce à quoi nous devons nous soumettre tous. Et l'envie, comme ils l'ont dit là, ou du moins c'est la nouvelle ligne qu'ils ont décrétée, de faire de l'opposition constructive, en réalité, c'est ce dont un pays comme le nôtre, une nation comme la nôtre en voie de construction, c'est ce dont nous avons besoin parce que ce qui importe au finish, c'est que, comme je le dis, tout le monde se porte bien, c'est que la prospérité puisse être partagée et que tous ceux qui se réclament béninois puissent en jouir. C'est le souhait de tout un chacun, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. À votre avis, Liamidi Mohamed, quel pourrait être le contenu d'une opposition constructive et républicaine? Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas du miracle. C'est tout simplement de dire, voilà notre projet, voilà les défis auxquels notre nation fait face et voilà comment nous comptons régler ces problèmes en parfaite harmonie avec les besoins des populations. Et tout ceci dans le respect strict de la légalité républicaine, du cadre républicain, des lois de la République. Parce que nous sommes dans une République, et j'aime à le dire souvent, dans cette République démocratique que nos pères fondateurs ont bâti. Tout ce qui doit nous préoccuper, c'est de comment faire progresser ce que ceux-là ont fait. Et pour y arriver, je le dis souvent, le respect de la loi n'est pas négociable. Alors, il y a un troisième acteur, pour ne pas dire un quatrième acteur quand même, qui n'est pas des moindres, la société civile. Comment voyez-vous la position de la société civile sur l'échiquier politique dans les 7 années qui arrivent? Vous savez, pour moi, la société, que ce soit la société civile, que ce soit les syndicats, que ce soit le parti d'opposition, tout le monde doit pouvoir se mettre au pas à cette nouvelle pas de danse qu'il y a. C'est-à-dire que le rythme aujourd'hui insufflé pour le pays, la dynamique qui est en cours, ce que cela demande, tout ce que la nation nous demande aujourd'hui, c'est de faire l'effort de se mettre au pas de cette dynamique qui a commencé. Parce que tout ce que nous souhaitons, tous, que ce soit société civile, que ce soit société politique, que ce soit syndicaliste et autres, c'est que le pays puisse progresser. Et la société civile n'est pas en dehors du peuple. Les syndicats ne sont pas en dehors du peuple, l'opposition n'est pas en dehors du peuple. Et le peuple ayant opté pour ce projet, qu'est le projet Wadaï, qui va se mettre en œuvre, qui va commencer par se mettre en œuvre dans quelques semaines, qui sera la continuité de ce qui a été pendant 10 ans, donc, qui va devenir donc le programme du président Wadaï. C'est ce à quoi le peuple a fait ce choix-là, a opté pour ce programme-là. Et donc, il appartient aussi bien à la société civile qu'à l'opposition, aux syndicalistes et tout le reste, de voir comment eux, ils peuvent apporter leur appui pour qu'on puisse aller de l'avant, tout en restant bien sûr vigilant. Cela ne veut pas dire qu'il faut gober tout ce qui vient de l'autre côté, mais même si l'on a des approches différentes, même si l'on a des idées novatrices, qui est bien sûr souhaitable, c'est qu'il faut le faire dans le respect de la légalité et du cadre. Si tout le monde est d'accord qu'il faut penser au développement du pays et sortir le pays de plus en plus de l'ornière et le positionner davantage comme cela se fait depuis 10 ans, pourquoi il faut être encore vigilant? Il faut être vigilant parce que simplement ceux qui ont le pouvoir, je n'ai pas le souvenir que ce soit le président Patrice Talon, que ce soit le président élu Romuald Wadaï, je n'ai pas le souvenir qu'ils ont dit, une fois qu'ils ont la science infuse, qu'ils ne peuvent pas se tromper. Ce sont des humains, ils ne sont pas l'émanation du bon Dieu. Et comment on appelle? En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas le bon Dieu, donc ils peuvent se tromper. Donc, à partir de ce moment, ce qui est le plus important pour ceux qui ont choisi de rester en face, c'est-à-dire que ce soit opposition, que ce soit société civile, c'est de dire, sur tel point, nous pensons que votre approche n'est pas la bonne, mais voilà une autre approche qui, pour nous, nous pensons que ça peut faire l'affaire,
tout en respectant, comme je l'ai dit, les cadres institutionnels et républicains prévus. Eh bien, c'est tout le bien qu'on puisse souhaiter à notre pays. C'est notre héritage commun. C'est ce que nous avons et on n'en a pas deux. Voilà. Liamidi Mohamed, merci d'être passé sur ce plateau. Si vous avez un mot de la fin, que diriez-vous? Je pense que pour moi, au-delà de la mouvance, de l'opposition et de tout le reste, de toutes les composantes là, moi je pense que c'est toutes nos populations, nos concitoyens, c'est tout le monde qui doit se mettre au rythme de ce développement que nous souhaitons. Ce que nous avons par le passé comme habitudes, qui sont ces habitudes que nous avons, qui sont à l'antipode du développement du progrès tant souhaité, nous devons travailler sur nous-mêmes à nous débarrasser de cela et faire en sorte que tout ce qui a commencé là, ça, on n'a jamais dit que tout a été bien fait, mais de faire en sorte que ce qui est bien puisse continuer davantage et ce qui, là où il y a eu des manquements, qu'ensemble nous puissions être bienveillants pour que le progrès que nous souhaitons, pour que la prospérité que nous voulons tous, cela puisse être partagé et que par l'action publique qui va être menée par le président Wadaï et son équipe pour les 7 ans à venir, que cette prospérité puisse être déposée au pied de chaque foyer béninois. Merci à vous, cher ami Liamidi Mohamed, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes un observateur de la vie publique de notre pays, un analyste politique. Ici, comme je le dis, c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Des événements à la une, mais cette fois-ci, ça va être un événement particulier. Et vous saurez dans quelques instants pourquoi il est particulier. Mais avant, voici le tapis qui installe Patrick Djossou. Patrick Djossou, bonjour. Bonjour Alain Sotoumé. Comment ça va ce matin? Très bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler d'un festival dénommé Festifou. J'espère que ce n'est pas pour devenir fou. Non, pas du tout pour devenir fou. C'est un festival qui va rendre compte du livre. Ah, d'accord. Oui. Donc, les fous du livre vont parler du livre. Donc, les fous du livre organisent un festival. Donc, festival Festifou. Oui, Festifou. D'accord. Alors, nous connaissions Miss Littérature. On connaît Miss Littérature, mais on va connaître bientôt Miss Festifou. Miss Festifou, c'est un festival, c'est une compétition, c'est un concours organisé par les Fous du Livre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les Fous du Livre, c'est une association. On va parler de cette association avec le représentant pays de l'association. Il s'appelle Gervais Dassy. Bonjour. Bonjour, Monsieur Patrick Djossou. Alors, Monsieur Dassy, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur le journaliste. Cette association, les Fous du Livre, c'est une association qui est au Bénin. Bon, vous êtes représentant Bénin. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que c'est une association un peu plus grande. Exactement. Et les Fous du Livre, c'est une association basée au Cameroun qui fait dans la promotion de la lecture, du livre et de l'écriture et autres. Et il organise un festival dénommé la Semaine des Fous du Livre. C'est ça que nous appelons Festifou. Dans le cadre de ce festival, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. Il y a notamment des concours, dont le concours Miss Festifou. Alors, le concours Miss Festifou, donc c'est un concours international. Mais pour participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le concours Miss Festifou, c'est un concours destiné aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Pour participer, il faut être dans la fourchette de 10 à 40 ans. Donc, il faut être fille ou femme? Voilà, il faut être une fille ou une femme de 10 à 40 ans. Voilà, ce sont les conditions principales pour participer au Festifou. Donc, toutes les femmes, toutes les filles peuvent participer à ce concours. Et justement, parlant de ce concours, en quoi consiste-t-il réellement? Quel est le contenu? Comment est-ce que ça va se passer? Bon, le concours Festifou, c'est un concours pour rédiger des poèmes, pour cette édition, pour cette 7e édition, parce que le festival est à sa 7e édition, le festival Les Fous du Livre est à sa 7e édition. Et pour cette 7e édition, il s'agit de rédiger un poème de 5 pages maximum sur le thème « Non à la dépravation des mœurs ». Donc, il s'agit pour le candidat de produire du texte. Donc, pour produire du texte, c'est clair, il faudrait avoir des notions en écriture et en technique de rédaction de texte. Donc,
il faudrait avoir ces notions-là, il faudrait savoir lire, savoir écrire et être engagé parce que le thème, c'est non à la dépravation des mœurs. Donc, il faut aller dans la droite ligne de ce thème-là et montrer, pouvoir convaincre le jury que c'est important de ne pas être dans la dépravation des mœurs. Donc, voilà un peu ce qui est demandé aux candidats dans le cadre de la rédaction d'un poème pour ce concours. Quand on regarde un peu le thème de ce concours, non à la dépravation des mœurs, et un concours réservé exclusivement aux femmes, est-ce à dire que c'est les femmes qui font dans la dépravation et non les hommes? Pourquoi pas un concours pour tout le monde? Non, ce n'est pas directement cela. Ce n'est pas pour dire que c'est seulement les femmes qui sont dans la dépravation des mœurs, mais c'est une façon de dire parce que c'est Miss Festifou. Donc, c'est une façon de dire les femmes elles-mêmes, qu'elles puissent se prononcer sur ce sujet parce que c'est des préjugés que nous avons souvent. On pense que les femmes sont souvent à l'origine de la dépravation des mœurs, ce qui n'est pas une réalité. Donc, c'est pour que ces femmes-là puissent intervenir, pour qu'elles puissent prendre la parole, voilà, et qu'elles puissent dire ce qu'elles pensent par rapport à la dépravation des mœurs. Donc, voilà pourquoi il est demandé aux femmes et aux filles d'écrire sur le sujet. Ce n'est pas une façon de les stigmatiser, de dire qu'elles sont à l'origine de la dépravation des mœurs. Non, ce n'est pas cela. Alors, c'est de manière générale, de manière internationale. Tout à fait. Par rapport aux participantes béninoises, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Et déjà, par rapport aux participants internationaux, ou je dirais par rapport aux participants internationaux, c'est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est que ceux qui sont basés au Cameroun pourront aller faire le dépôt physique au musée national du Cameroun, où est le siège de l'association. Par contre, ceux qui sont au Bénin et dans d'autres pays peuvent envoyer leurs tests à travers des mails et faire des échanges en ligne dans le cadre de ce concours. Ils peuvent également, ceux qui ne sont pas à même d'interagir avec l'interface, peuvent directement me contacter. Je pourrais faire les procédures nécessaires pour envoyer leur dossier et leur candidature au Cameroun. Et sur les plateformes, on peut retrouver les mails, on peut retrouver... Oui, tout à fait. Il y a un mail destiné pour... On peut avoir le mail, pas le numéro, mais le mail? Oui, vous pouvez. C'est aflfoudulivre@gmail.com. AFL, Fou du livre en un seul mot. Oui, tout est collé. Oui, le tout est collé. AFL pour dire Association Fou du Livre. Oui. Fou du Livre @gmail.com. @gmail.com. Oui. Maintenant, il faut déposer quand? De quand à quand? Parce que le dépôt a commencé déjà. Hein? Oui, le dépôt a commencé déjà depuis le 27 avril passé et se poursuit jusqu'au 28 août prochain. Le festival. Août? Oui, jusqu'au 8 août. Donc, ils ont encore le temps. Oui, les participants ont encore du temps parce que le festival, c'est en décembre. C'est du 8 au 12 décembre 2026. Donc, on va arrêter le processus en août et faire la présélection et la sélection des candidates finalistes. Et puis, les candidates qui sont retenues à la fin pourront être présentes au Cameroun pour défendre leur dossier. Monsieur Dassy, pourquoi avoir donné 5 mois aux candidates pour s'inscrire? Bon, nous avons donné 5 mois parce que nous supposons que certaines personnes n'ont peut-être pas l'information à temps. Donc, le temps, peut-être 3 mois pour avoir l'information. Mais quand on a l'information, c'est aussi une question de créativité. Écrire un poème, c'est de la créativité. Il faut beaucoup lire, il faut avoir l'inspiration, il faut pouvoir réunir les mots et écrire. Donc, il faut quand même un peu de temps. Donc, nous permettons aux candidates de disposer d'un peu de temps pour finir leur production, voilà, en fait. Pour finir leur production. Donc, il ne s'agit pas de se hâter, d'envoyer très vite. Même si aujourd'hui, vous avez déjà eu l'information et que vous finissez votre test, vous pouvez toujours attendre. Parce que vous avez encore jusqu'au 28 août. Donc, vous pouvez toujours attendre, prendre le temps de relire le test et de pouvoir retravailler le test. L'améliorer. L'améliorer, si possible même le changer, si vous estimez que ce n'est pas en phase avec ce que vous voulez. Donc, les candidats ont du temps, voilà. Est-ce qu'une candidate peut proposer, par exemple, plusieurs poèmes? Bon, même s'il propose plusieurs poèmes, finalement, ce n'est qu'un seul qui pourra envoyer. C'est 5 pages maximum sur le thème. Le non à la dépravation des mœurs. Donc, il fait non à la dépravation des mœurs sur ce seul thème, 5 pages maximum. Ça fait partie des conditions. S'il dépasse les 5 pages,
C'est un critère éliminatoire. Voilà, c'est un critère éliminatoire. Voilà. Donc, il faudrait qu'il soit dans les 5 pages et avec un seul poème. Un poème vraiment long. Donc, ça lui permet en fait de développer tout ce qu'il a sur le sujet et de pouvoir, même s'il devait faire plusieurs tests, il pourrait mettre tous les tests ensemble donc, et rester sur 5 pages. Est-ce qu'on a indiqué le caractère, la police, tout ça? Oui, c'est parce que 5 pages, c'est taille New Roman, okay. 12, je pense. La police est 12. OK, 12. La taille, voilà, c'est 12. 12. Oui, sinon, quelqu'un peut utiliser taille 10 pour pouvoir réduire et atteindre les... Oui, c'est vrai, ça arrive. Bon. Oui. De toutes les façons, on sera un peu regardant sur cet aspect, mais il faut rester quand même à 12, parce que là, la taille est un peu grande, donc 12, ça permet... Time New Roman, 12. Oui, et puis, merci. Je crois que vous avez un mot de la fin pour conclure cet entretien. Déjà, je remercie les téléspectateurs. Je vous remercie d'abord pour l'invitation, les téléspectateurs également. Et j'invite toutes les femmes du Bénin à participer à ce concours qui met en avant les femmes. Donc, elles pourront s'exprimer, c'est un cadre d'expression pour elles. Elles pourront dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent sur les sujets. Donc, j'invite mes sœurs, les femmes du Bénin, à participer à ce concours et pourquoi pas à se retrouver au Cameroun et dans le cadre de la finale pour être finaliste de ce concours et être même la lauréate, porter la couronne et l'écharpe. Donc, je voudrais bien que ce soit le Bénin qui porte cette année la couronne Miss Festifou. Waouh! Je le souhaite vivement. Donc, il y a à voyager, à aller au Cameroun. Oui, au Cameroun, tout à fait. Donc, à aller au Cameroun en décembre, au frais de la princesse. Ce n'est pas que la personne va payer de ses propres, de ses poches. Oui, tout à fait. Oui, donc, voilà, un concours qui va permettre d'aller au Cameroun. Ça, c'est tentant. Ce n'est pas seulement ça. Un concours qui va permettre de réussir à être le représentant du Bénin. C'est très tentant aussi. Un concours qui va permettre de mettre en exergue, de mettre en relief des filles, des femmes. Il faut y aller. Donc, Festifou, Miss Festifou, c'est à regarder. Il faut aller sur la plateforme. Il faut aller sur la plateforme Les Fous du Livre. D'accord? Et quand on veut envoyer, c'est AFL Fou du Livre @gmail.com. Voilà, tout est dit. Allez. Patrick, merci. Je crois que tout est dit. Hein. Oui. Peut-être qu'en 2027, il y aura concours Miss Festifou. Oui, Festifou. Pourquoi pas? Mais bon, l'âge là, on dit 40 ans pour nous autres. Non, mais attendez, à tout âge, on peut être productif. Je crois qu'on va demander aux organisateurs d'ouvrir un peu le champ, voilà, de permettre à nos pépés de 70 ans, 80, 90, pourquoi pas, de produire. Et puis, bon, ça va être une belle expérience. Non, ce n'est pas faux. Il y a d'autres concours, des concours de nouvelles, de production d'œuvres littéraires et autres qui est ouvert à tout le monde. Donc, vous pouvez candidater pour ces catégories-là. Il y a des langues nationales aussi. Toujours en 2026? Oui, il y a d'autres concours en dehors de Miss Festifou. Il y a d'autres concours de nouvelles, concours de langue nationale. Donc, et autres. On prend le rendez-vous pour pouvoir parler des autres. Voilà, nous pouvons parler des autres après. Donc, ça va être intéressant. Ce n'est pas que pour les 10 à 40 ans. C'est pour tout le monde. Donc, ça, c'est ouvert à tout le monde. D'accord, super. Merci. Monsieur Gervais Dassy, vous êtes, je le redis, le représentant pays de l'association Les Fous du Livre. Merci pour votre visite et pour votre participation à cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci infiniment. Eh bien, mesdames, messieurs, voilà, c'était donc l'événement à la une. Il faut retenir donc que ce concours est destiné aux femmes, Festifou, Miss Festifou. Et donc, on va souhaiter bonne chance à toutes les compatriotes qui seront intéressés à participer à ce concours. Pourquoi pas? Eh bien, vous serez les représentantes de notre
pays, puisque le temps est favorable aux Amazones. Vous serez certainement les Amazones de la plume pour permettre à ce que votre poème soit récompensé au Cameroun en décembre prochain. On va dire un grand merci à Patrick Diosso de nous avoir donc filé le tuyau et parlant justement de notre pays qui connaît des succès sur des succès. Est-ce que vous savez que le cadastre est en pleine révolution dans notre pays en ce moment. Et Amandine Aniabossou a décidé donc de parler de ce sujet ce matin. Il y a eu des avancées. Aujourd'hui, on aura beaucoup d'informations avec un collègue qui travaille sur le sujet et qui est au cœur donc de ces informations-là. Vous allez découvrir qui c'est tout à l'heure et pourquoi il porte cette casquette. Mesdames, Messieurs, je vais installer la fine fleur de l'équipe avec ce tapis. Le Bénin est en mouvement et beaucoup de progrès se font. Aujourd'hui, il n'est plus possible, ou il est presque impossible de revendre à 2, 3, 4, voire 20 personnes la même parcelle. L'État béninois a mis les moyens pour que le foncier soit sécurisé et c'est la thématique qui a intéressé Amandine ce matin. Amandine, bonjour. Bonjour à vous, Alain. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va. Oui. Ce matin, il est question de cadastre. Oui, ce matin... Chers téléspectateurs, bonjour. Ce matin, on va parler de la sécurisation foncière. Et comme vous le savez, la modernisation du cadastre au Bénin franchit donc des étapes importantes. Aujourd'hui, des milliers de parcelles sont enregistrées dans le système national. Pour mieux comprendre donc les enjeux, les avancées, les perspectives de cette réforme, nous serons entre nous ce matin. Donc, nous recevons notre collègue Marcel Arrossi qui suit ce projet depuis ses débuts. Marcel Arrossi, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Amadine, bonjour Alain, c'est un grand plaisir. Bonjour Marcel Arrossi, on ne va pas parler revue tout de suite, revue ça va être après, mais aujourd'hui... Il faut d'ailleurs qu'on y aille vite pour que j'aille travailler ma revue. Et oui, et donc vous portez la casquette foncière ce matin. Oui, spécialiste en sécurisation foncière. Voilà. Bon, on va lui donner ce titre-là spécialement ce matin. Et Marcel Arrossi, depuis des années, donc, vous suivez ce projet sur le terrain. Pourquoi ce chantier du cadastre est-il considéré comme stratégique pour le Bénin? Je dirais même très stratégique. Vous êtes béninois et il ne vous échappera jamais, chacun d'entre vous, ayant eu connaissance au moins une fois d'un cas de litige domanial, de cas de conflit foncier qui parfois même conduisent à la mort. Je ne dramatise pas. Par exemple, on va 10 personnes. Bien sûr. Et qui conduit jusqu'à la mort. Je ne dramatise pas, cela existe, ou du moins cela a existé, et peut parfois aussi conduire certains patrons de nos municipalités qu'on a vus quelquefois avec une certaine force, avec une certaine détermination quand ils abordent la question une fois arrivés à la tête de certaines communes du Bénin. Aujourd'hui, le cadastre vient balayer tous ces problèmes. Le cadastre apporte une réponse structurée qui permet d'enregistrer, d'identifier, d'enregistrer et de sécuriser tout simplement les parcelles pour qu'on soit tous en sécurité. En sécurité. Porto Novo et Paracou ont rejoint Cotonou comme ville entièrement couverte. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie grands pas. Cela signifie 3 grands pas accompagnés de petits autres pas parce qu'il faut le rappeler, c'est 12 communes qui ont été entamées à la fois dans cette phase de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national. Aujourd'hui, 3 communes sont entièrement bouclées. Vous l'avez bien indiqué, Cotonou, Porto Novo et désormais Paracou aussi. Cela signifie pour ces citoyens concrètement que les parcelles sont non seulement enregistrées, sont numérisées dans un système national, je dirais, numérique et moderne. Cela signifie que pour toute transaction dans ces communes citées, Cotonou, Porto Novo, Paracou, il faut désormais que tout se passe désormais sur une plateforme numérique et cela s'appelle e-Foncier Bénin. Sans cette plateforme désormais, vous ne pouvez rien faire du tout, vous n'avez pas acheté une parcelle et vous n'avez pas la possibilité d'en vendre non plus. Sur cette plateforme, vous avez la possibilité, Amandine a envie de s'offrir une parcelle par exemple à Porto Novo ou à Paracou, je ne sais pas.
de sa position, il peut consulter les informations utiles sur cette parcelle qui l'intéresse. La superficie, le propriétaire, le réel propriétaire de cette parcelle et toutes les informations dont elle aura besoin. Plus besoin de discuter avec des intermédiaires. Pas du tout alors. Et au-delà alors des aspects techniques sur le terrain, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Marcel Arrossi? Ah ben là, c'est clairement les témoignages. Vous rencontrez des femmes qui vous racontent qu'elles ont désormais la possibilité d'expliquer, de justifier que la terre qu'elles exploitent leur appartient réellement, qu'elles en sont réellement propriétaires. Vous rencontrez des jeunes qui vous racontent, mais avec enthousiasme, parfois avec beaucoup d'émotion, qu'ils ont désormais un accès facile au crédit, ce qui peut leur permettre de développer des projets. Et vous rencontrez également des personnes âgées qui se montrent toutes heureuses, comme si le bon Dieu était descendu dans leur maison. Marcel Arrossi, on sait que dans les pratiques frauduleuses de certains faussaires, c'est de brandir des conventions de non, parcelles. Non, c'est fini tout ça. Avec le cadastre, c'est fini tout ça. J'ai dit que les 3 communes citées, les 3 grandes communes, Cotonou, Parakou, Porto Novo, pour être encore plus précis, ont été bouclées. Et donc, toutes ces opérations peuvent se passer désormais de façon numérique. Vous n'avez plus de soucis à vous faire. Et les 9 autres, dans les 12 qui ont été entamés à la fois, sont touchés partiellement, mais vont connaître bientôt, je crois bien, je l'espère, très rapidement, l'intégralité de leur prise en compte aussi. Marcel Arrossi, parlant justement de témoignages, vous en avez il y en a tellement eu. Il y en a tellement eu. Oui, qu'on a emmagasiné peut-être dans un petit document qu'on va inviter les téléspectateurs à suivre. J'étais parti au départ juste pour aller constater l'évolution de cette réforme, de ce projet, mais franchement, j'ai été séduit et ça m'a amené à toucher beaucoup d'autres aspects de ce projet. Ok, donc chers téléspectateurs, suivez ce magazine réalisé par Marcel Arrossi sur la sécurisation foncière. Dans plusieurs communes du Bénin, au cœur du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national, des visages longtemps invisibles entrent enfin dans les registres de la République. Ces femmes, ces jeunes, ces agriculteurs et ces minorités ethniques voient leurs droits fonciers enfin pris en compte, protégés et sécurisés. Sur le terrain, le PPMEC déploie une approche rigoureuse, participative et inclusive au plus près des communautés. La sécurisation foncière est gage de la réduction des conflits, aussi gage des investissements. C'est une grande priorité pour le gouvernement béninois et depuis environ 8 ans, nous conduisons un projet qui accompagne le gouvernement dans la sécurisation foncière. Nous avons constaté que lors des opérations d'enregistrement public, lors des opérations d'enregistrement collectif, si on ne fait pas attention, les personnes les plus défavorisées peuvent être marginalisées. Leurs droits peuvent être violés, non pris en compte. C'est pour ça que nous avons développé une approche spécifique. Cette approche est une approche qui permet, avant le démarrage de la collecte des données, d'identifier qui sont dans une communauté les groupes vulnérables en ce qui concerne l'accès à la terre, de caractériser quels sont les droits que ces groupes-là ont, de définir avec eux les difficultés d'accès, d'enregistrement qu'ils ont, des difficultés de formalisation de leurs droits et de mettre en route un accompagnement. Des équipes techniques appuyées par des acteurs locaux vont à la rencontre des populations, expliquent, sensibilisent et accompagnent chaque étape du processus cadastral. Dans les villages, les quartiers et les couloirs de transhumance, les témoignages se ressemblent. Et pourtant, chacun porte une histoire singulière. Je suis fière de trouver mon certificat d'enregistrement au cadastre là.
Je suis très fière parce que le terrain était au nom de quelqu'un. Donc pour enregistrer en mon nom, le papier est perdu. Donc je remercie sincèrement le gouvernement. Nous rendons grâce à Dieu, car grâce au cadastre, nous avons aujourd'hui les papiers de nos terrains. Nous remercions aussi les initiateurs du projet CADUP. L'enregistrement de mes parcelles au cadastre me garantit que je suis le seul et unique propriétaire de mes terres, et cela pour toujours. Les femmes peuvent. Nous avons des problèmes. On a eu des problèmes. Après le décès, la famille des maris arrive pour dire, pour dégager. C'est pour nos parents, c'est pour mon frère. Mais nous sommes satisfaits. Ça nous va droit au cœur et nous disons merci au nom des femmes. Il y a 5 jours qu'ils sont venus et on s'est rencontrés à l'école primaire de Gano. Ils nous ont sensibilisés et après ça, nous avons procédé à la prise des mesures de nos parcelles. Je suis contente d'être considérée étant femme, du fait qu'ils sont venus à moi malgré la petite importance que j'ai. Grâce à cette action, j'ai tout ce qu'il faut pour prouver que la parcelle m'appartient. Autrefois, la femme n'avait pas droit à l'héritage des terres, même après le décès de son père. Elle n'avait rien à dire dans les affaires foncières. Mais aujourd'hui, nous avons ce droit. Nous remercions sincèrement le gouvernement. Avec le cadastre, quand tu hérites d'une terre, les documents sont établis en ton nom. Si tu ne la vends pas, tu peux en jouir toute ta vie et tes enfants et petits-enfants en hériteront. Ne devons-nous pas applaudir une telle initiative? Il y a beaucoup de femmes qui ne comprenaient absolument rien à ces questions. Mais grâce à ce projet, elles sont aujourd'hui mieux éclairées. J'en suis très heureuse. Moi-même, je possède une parcelle dont je suis pleinement propriétaire. Aujourd'hui, l'héritage d'une femme peut véritablement bénéficier à ses enfants. Nous, les femmes, sommes aujourd'hui pleinement satisfaites. Avant, dans les affaires domaniales, les hommes nous traitaient avec beaucoup d'injustice. Mais cela appartient désormais au passé. Aujourd'hui, je suis propriétaire avec mon certificat en main. Ça me donne la joie au cœur. Parce qu'entre-temps, les femmes n'étaient pas censées être propriétaires. Ce sont les hommes. Mais avec la sensibilisation, on connaît l'importance de la femme dans le domaine du cadastre et elle peut toutefois se faire enregistrer. C'est de là que j'ai bénéficié de l'enregistrement du cadastre. Avec le CEC, il n'y a personne qui puisse me dire après, même dans 100 ans, que c'est à lui la parcelle. C'est à moi, c'est en mon nom. Même le numéro NUP, c'est à moi, c'est le seul numéro au Bénin. Partout je passe, c'est mon nom et c'est pour moi. Avant, pour nous les femmes, les papiers étaient au nom de nos pères ou de nos époux. Aujourd'hui, nous avons nos documents en nos propres noms. Je suis sur ma parcelle avec mon papier à mon nom et cela me rend fière. Au départ, je n'avais pas le droit d'être ici. J'ai entrepris toutes les démarches possibles pour récupérer la parcelle de mon père, mais en vain. Aujourd'hui, je cultive ma terre, je récolte mon maïs et j'arrive à nourrir mes enfants. Aujourd'hui est un jour de joie pour moi. Autrefois,
Quand un jeune acquérait une parcelle, il ne pouvait pas l'enregistrer en son propre nom. C'était pareil pour l'héritage. Si tu n'avais pas l'âge requis, tu n'étais pas pris en compte. Les documents que le cadastre nous délivre nous ont ouvert les yeux. Ils nous montrent que nous pouvons désormais effectuer des opérations foncières en tant que femmes. Autrefois, pour acheter une parcelle, la femme devait remettre l'argent à son époux qui l'enregistrait uniquement en son nom. Après son décès, la situation devenait très difficile face à la belle famille. Certaines femmes perdaient tout, leur argent et leurs biens. C'est pour cela que nous remercions sincèrement ce projet Une femme qui peut enfin prouver que la parcelle qu'elle cultive lui appartient. Un jeune qui, document en main, accède pour la première fois à un crédit bancaire. Un éleveur dont l'espace de passage est reconnu et sécurisé. Un agriculteur qui investit sans craindre de tout perdre demain. Pour eux, ce cadastre n'est pas un projet technique, c'est un rêve devenu réalité. C'est avec une grande joie que je m'exprime aujourd'hui, car nous avons reçu les documents que nous avons longtemps espérés. Nous pensions avoir été oubliés, mais finalement, on s'est souvenu de nous et nous sommes vraiment heureux. Je suis vraiment contente de ce projet. Que Dieu vous bénisse davantage. Je m'appelle Aïcha, je suis heureuse d'avoir reçu mes documents. Je suis désormais convaincue que personne ne pourra m'arracher mes terres. Je vous remercie sincèrement. À travers cette démarche structurée, le PPMEC pose les bases d'un cadastre moderne, fiable et durable, au service de tous. Sur l'ensemble du territoire national, on a des disparités. Des disparités, soit qu'on soit dans les régions du sud densément peuplées, où la pression foncière est beaucoup plus élevée, ou soit qu'on soit dans les régions du nord, où la densité de population n'est pas aussi élevée qu'au sud. Les thématiques varient aussi d'une zone à une autre. Dans les zones du sud, c'est surtout les questions d'exclusion des femmes et des jeunes. Et dans les régions du nord, c'est plus les questions d'exclusion des femmes et des jeunes cumulées avec les questions liées au couloir de passage, liées aux questions de migrants, liées aux questions d'éleveurs, qui sont les problématiques sur lesquelles on travaille principalement dans ces zones pour s'assurer qu'enfin, on a un cadastre national inclusif qui reflète la physionomie de l'ensemble des propriétaires ou présumés propriétaires de terres au Bénin. En intégrant progressivement les populations, longtemps restées en marge, il transforme la terre en levier d'autonomie économique, en outil de sécurisation sociale et en socle du développement local. Longtemps, la terre leur a échappé, non pas faute de courage, mais faute de reconnaissance. Aujourd'hui, dans ces villages et ces quartiers du Bénin, quelque chose a changé. Des femmes, des jeunes, des agriculteurs, des éleveurs, des voix longtemps en marge inscrivent désormais leur nom, là où régnait l'incertitude et le silence. Marcel Arossi, merci beaucoup à vous. C'est moi. Merci pour ce beau document. Je pense qu'un grand pas a été franchi désormais dans notre pays. Bien sûr, c'est un grand pas et cela peut nous amener à poser la question, qu'est-ce qui va être la suite? Parce que, en fait, ce projet de préparation de mise à l'échelle du cadastre n'était qu'une phase d'expérimentation à grande échelle. Et donc, désormais, les bases sont posées. Le Bénin dispose désormais d'outils numériques
performant, d'une méthode éprouvée dans plusieurs communes et on va espérer dès cet instant la généralisation progressive dans les autres communes du Bénin et donc dans tout le Bénin. Et on a constaté dans le document que malgré le papier en main, les témoins portent toujours le titre de présumé propriétaire. Justement parce qu'avec ce papier, c'est vrai, vous devenez entièrement propriétaire de votre terrain, de vos propriétés, mais il vous faut aller chercher le titre foncier voilà, dont le parcours est désormais très facile. Vous n'avez plus à vous tracasser comme par le passé pour aller chercher votre titre foncier. Dès que vous avez votre titre foncier, vous êtes pleinement propriétaire. Vous n'êtes plus présumé. De toute façon, ces documents que vous avez, ça s'appelle certificat d'enregistrement au cadastre ou certificat cadastral, si vous voulez. Ça vous permet de tout faire, de tout et tout faire. Et Marcel Arrossi, pour terminer, qu'est-ce que le cadastre change réellement pour un pays comme le Bénin, par exemple? Eh bien, le cadastre au Bénin change la terre en un espace de sécurité et qui offre d'opportunités pour les citoyens comme pour l'économie. Merci beaucoup à vous. C'est moi. On vous souhaite une bonne journée, mais vous allez revenir pour la revue de presse. Bien sûr, je vais rapidement travailler ma revue de presse. On l'a trop gardé déjà sur le plateau. Allez, merci à vous, Amandine, de vous être intéressée à cette question et nous avons eu beaucoup de détails ce matin. Vous le savez, les autres communes ne sont pas oubliées. Le gouvernement travaille à la généralisation de ce projet afin que chacun puisse être propriétaire de façon sécurisée de sa parcelle. Quand on connaît l'importance de la terre pour le Béninois, ce projet doit être acclamé par tous. Allez, nous, on va descendre de ce plateau, pas nous tous. Hein. Pas nous tous, je descends. Je prends congé de vous, voilà, pour accueillir Heureuse Danodé. Aujourd'hui, nous parlons de nos amis les chiens. Mais avant de recevoir Heureuse Danodé, on l'installe. La Danonde, bonjour. Bonjour, Tchoum. Comment bonjour. allez-vous? Je me porte très bien et vous-même? Ça va. Parfait. Ce matin, vous nous dites que les soins, le nettoyage canin est important. Très, très important. Ce n'est pas que des soins esthétiques qu'on apporte à nos amis, les chiens surtout. Les gardiens de la maison. Gardiens de la maison, mais c'est également, il est question de santé. Parce que ce sont des animaux qui facilement transportent des maladies et du coup, il faut en prendre soin. Mais comment ça doit se faire concrètement? Il ne s'agit pas ou il ne suffit pas de prendre son chien et puis bon, on ne commence pas avec du savon. Il faut un type de shampoing, il faut un type de brosse et ainsi de suite. Donc ça nous a intéressés et on est allé à la rencontre d'un spécialiste en la matière, Jojo Dog, voilà, c'est comme ça il s'appelle, qui nous a ouvert ses portes et nous a montré un peu comment ça doit se faire. D'accord. On suit, on revient. Dans Instant Santé aujourd'hui, on parle hygiène. Mais pas la nôtre. On parle hygiène de nos compagnons à quatre pattes. Je suis dans un centre canin, comme vous pouvez le constater, avec un professionnel du métier, Jojo Dog. Oui. Merci de nous accueillir dans votre centre. Merci madame, c'est moi. Alors, un joli chien déjà avec vous, comment il s'appelle? Il s'appelle Mas. Mas. Alors, avec Mas et vous, nous allons voir un peu comment le toilettage d'un chien se fait dans les règles de l'art. Ça peut aller. Oui. Parfait. Mais déjà, est-ce que le toilettage d'un chien, c'est juste une question de beauté? Pas seulement une question de beauté. Le toilettage, c'est de maintenir l'hygiène et garantir la propreté de l'animal, prévenant ainsi les infections cutanées et parasitaires, prévenir les nœuds en évitant les irritations de la peau, source d'inconfort pour le chien. Donc c'est pour une question de santé d'abord, oui, avant d'être une question d'esthétique. Oui, santé. On passe trop de temps avant de toiletter les chiens. Les nœuds qui se forment servent de nid aux parasites. Donc le chien a beaucoup de poils, mais à l'intérieur, en bas, il y a des parasites qui le démangent. Qui le démangent à cause de la saleté. Les parasites, ils aiment la saleté. C'est vrai, c'est vrai. Donc pour éviter de faire de son chien un nid de parasites, il faut le toiletter. Oui. C'est d'abord une question de santé avant d'être une question d'esthétique. D'accord. Nous sommes là pour voir comment
Le toilettage se fait dans la règle de l'art. On commence par où? Bon, normalement, on devait démêler les poils, enlever les nœuds, mais ça a déjà été fait pour ce chien. D'accord. Donc, avec lui, on passe directement au bain. D'accord. On peut y aller? Oui, oui. Mouiller. Ok. Les poils bien mouillés avant de mettre le shampoing. Il est tout calme, mais on sent qu'il aime bien l'eau. Oui, oui. Il aime bien ça. On voit là beaucoup de poils. Ça veut dire que si on n'avait pas fait le démêlage, oui, ça posait problème. Vraiment. C'est un chiot. Il y a les shampoings pour les chiots et les shampoings pour les grands chiens. Et là, c'est par rapport à la composition chimique, c'est ça? Oui, oui. D'accord. La première étape, on fait bien entrer le shampoing. Parce qu'on aura au moins 3 séances comme ça pour le lavage. Ok. Et un lavage peut durer combien de temps? Bon, ça varie en fonction du chien. Et pourquoi vous prenez soin de laver les pattes? Oui, parce que avec ça, il passe partout. Vous avez constaté qu'il sent l'urine, donc il s'est trempé dedans. Et souvent, il y a beaucoup de chiens qui n'aiment pas qu'on leur touche. Il y a des parties que certains chiens ne tolèrent pas. Donc. Max. On a juste besoin du shampoing, parce que là, depuis, c'est juste le shampoing que vous avez fait. On a juste besoin du shampoing pour le laver. Oui, oui. C'est uniquement du shampoing. Et vous avez dit un shampoing adapté au chien. Oui, oui. Que ce soit un chiot ou un chien adulte. Shampoing pour chiot, shampoing pour chien adulte. D'accord. Mais est-ce que on doit éviter de mettre de l'eau à certaines parties de son corps, les yeux par exemple, la tête? Oui, pas beaucoup sur la tête. D'accord. Mais pas mettre beaucoup pour ses yeux. Ok. Ça peut irriter les yeux. Oui. Donc en fait, c'est un peu comme chez les êtres humains. Oui. Bon. Il faut bien rincer aussi. Mouiller. Ok. Les poils bien mouillés avant de mettre le shampoing. Il est tout calme, mais on sent qu'il aime bien l'eau. Oui. Il aime bien ça. Nous passons à présent au séchage. Oui. D'accord. On peut réduire les poils qui dépassent derrière au niveau des fesses pour que le chien aille faire ses besoins. S'il y a trop de poils là, on peut enlever. Pour ceux qui n'ont pas un séchoir, comment ils font pour sécher leur chien après le lavage et le nettoyage? Pour ceux qui le font à la maison, après le nettoyage, ils mettent les chiens au soleil. D'accord. Voilà qu'on ne peut pas régler le soleil, donc il faut être là pour voir si le chien ne chauffe pas déjà. Parce que quand il fait trop chaud, les chiens cherchent à s'abriter. Et ça les fatigue vite aussi.
Pourquoi c'est souvent conseillé de promener son chien tôt le matin ou tard le soir quand il fait frais. D'accord, je comprends mieux. On voit franchement un changement radical, hein? Déjà dans la forme et dans la beauté de l'animal. Au départ, on ne pouvait pas toucher ça comme ça. Tout était entremêlé et puis franchement... Alors, quelle est la prochaine étape maintenant? Le brossage. Ça dresse un peu les poils sur son corps. Et là où il y a les nœuds, ça étire un peu. Et vous allez remarquer que les poils qui sortent rentrent dans l'appareil. Ah, ok. Ça ne traîne pas. Et ça rend le chien beau. Les nœuds qui sont formés servent de nid aux parasites. Ah, d'accord. Et on amène des chiens et on trouve des cafards qui sont dans les nœuds. Il faut faire le toilettage une fois par mois. D'accord. Parce que les chiens, ils vivaient à l'étape sauvage avant d'être domestiqués. C'est ça, ils ne se lavaient pas. Ils ne se lavaient pas. Donc trop les laver, c'est détruire la protection naturelle que la peau mène. Ah bon? Oui, oui. Donc c'est surtout pour cette race de chiens qui ont les poils longs qu'on dit de faire chaque 3 semaines. Ok. Il n'aura plus de douleur, il n'y aura plus de parasites qui viendra s'incruster dans les poils. D'accord. Donc il sera à l'aise. C'est bien ça. Donc rendez-vous dans 1 mois et dans 3 semaines. Ouais. Un déodorant pour chien. Comme l'être humain finit de se laver et puis il se parfume. Il se parfume, exactement. On met légèrement, c'est tout. On vient de finir le toilettage de masse. Voilà le résultat. Max! Oh mais franchement, oh, j'aime bien. J'ai accepté, j'ai préféré qu'on ne lui coupe pas les poils. Oui. Ouais, c'est mieux. Et il sent bon. Ouais. Là, c'est aucun souci de santé. Aucun souci de santé. C'est bon, Mas. Allez, regarde. Ah, regarde comment il est mignon. Les autres sont tellement contents de le voir. Ah, quand il fait son mouvement, ça devient encore plus touffu. Passe. Allez, viens, Mas. Viens. Mas. Il est impatient. Pour le visage, il y a un schéma construit. On doit faire un rond ici et faire un rond. Ah, d'accord. Le visage doit former un rond. Et ici aussi doit former un rond. Mais concrètement, un chien mal entretenu, il risque quoi? Il risque les infections, les parasites, les tiques, surtout les tiques. Donc les tiques surtout, on appelle ça les parents. Oui, les parents, oui. Ok. Donc ça veut dire que ne serait-ce qu'un bon entretien du chien peut lui éviter ces choses-là. Parce qu'il y a aussi les shampoings anti-puces. Ah d'accord. Il y a les shampoings anti-puces, anti-tiques. D'accord. Ouais. Qui protègent le chien de ces nuisibles. Ok, ok. Il risque quoi? Qu'est-ce qu'il rien. craigne? Au fait,
On ne coupe pas les ongles comme on coupe chez les humains. Il faut veiller à ne pas aller au niveau des veines. Donc c'est ça, ils redoutent. Ok. Parce qu'ils peuvent saigner de là et se vider même de leur sang si on coupe mal. Ce que vous faites là, ce n'est pas uniquement affaire aux chiens, c'est à tout type d'animal domestique, animal de compagnie. D'accord. Bon, oui, on toilette les chats. C'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de chats de race. Et ça, vous faites quoi comme ça? Je suis en train de limer les ongles que j'ai. Alors, quel est votre principal conseil à l'endroit de ces propriétaires-là qui nous regardent aujourd'hui? C'est de confier leur chien à un professionnel pour éviter les blessures, les maladies et des troubles inutiles pour le chien. D'accord. Mais parce qu'un toilettage mal fait peut rendre anxieux le chien. D'accord. Mais en ce qui concerne le toilettage, est-ce qu'on peut leur rappeler l'importance du toilettage? Oui, l'importance du toilettage, c'est pour maintenir l'hygiène et la santé du chien. C'est de permettre au chien d'être à l'aise dans sa peau. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez vu, le toilettage n'est pas une simple question d'esthétique, c'est un véritable geste de santé pour nos animaux. Ils en ont besoin. Merci beaucoup Jojo Dog pour nous avoir reçus. Vous faites un travail impeccable. Alors, mesdames et messieurs, on va se dire à très vite. Prenez surtout soin de vos animaux, ils en ont besoin. Eh bien, voilà qui est vraiment impressionnant. Franchement, hein? Parce que là, c'est comme si vous alliez dans un salon d'esthétique et de coiffure, par exemple, en tant qu'être humain. Ils bénéficient de tous les soins dont bénéficie un être humain. Ils se sont même parfumés. Ah oui, sinon ils se sont fait parfumer. Manicure, pédicure. Oui. Ah non, mais franchement... Mais il faut dire, hein, le redire, c'est surtout pour des questions de santé. Surtout pour des questions de santé. Après tout ça, ça participe à leur beauté, à leur esthétique. Il y a l'esthétique. À l'esthétique. Sinon, il faut forcément, il a dit une fois par mois pour les chiens à poil long, sinon chaque 3 semaines pour les chiens à poil long et une fois par mois pour les chiens à poil court. Et ça nous aide beaucoup à éviter les problèmes de santé, surtout pour nos enfants qui sont tout le temps... Vous savez, collés à la maison, aux chiens. Ils sont beaucoup plus avec les enfants qu'avec les personnes adultes. C'est ce que j'allais dire, parce que le chien reste un animal de compagnie. Et quand il est dans une maison, les enfants à bas âge s'en approchent, ils vont l'attraper, s'amuser avec. Et donc, il est important d'apporter ces soins-là. Ces soins-là, effectivement, parce que beaucoup de parents, vous avez vu ce chien que nous avons, ces chiens de race que nous avons, ce n'est pas des chiens qui coûtent moins cher, mais ils coûtent extrêmement cher. Les propriétaires aujourd'hui investissent dans l'achat de ces animaux-là. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut également suivre, voir un peu, mettre les moyens, voilà, je veux dire, mettre les moyens qu'il faut pour leurs soins, pour leur prise en charge sanitaire aussi, le respect des vaccins. Tout ça contribue au bien-être de cet animal-là qui, franchement, va vous rendre l'appareil. Ça, c'est clair. Ce qui est sûr, je pense qu'avec cet élément, les pouvoirs publics sont interpellés en ce qui concerne les chiens errants. Parce que si certains citoyens apportent autant de soins à leurs animaux de compagnie, pourquoi certains laisseraient-ils les autres se promener dans la ville? Ces chiens que nous avons eus, qui nous ont servi de démonstration, ce n'est pas juste des chiens qu'on a récupérés quelque part, ce sont des propriétaires qui sont conscients. Voilà, qui sont conscients de la chose, qui sont venus déposer ces chiens-là dans ce centre de nettoyage et toilettage canin, qui ont payé. Naturellement, on ne peut pas faire tous ces soins-là gratos. Hein, c'est pas possible, ça. Impossible. Il faut quand même dire que celui que nous avons eu, il fait partie des rares sur le territoire. Ce n'est pas encore un service qui coule les rues au Bénin. Partout, nous avons des centres de dressage pour chiens, des centres pour l'alimentation des chiens. Mais nous n'avons pas encore des centres qui proposent, alors qu'il le faut. Il le faut obligatoirement. Sinon, on a des problèmes de santé.
La rage est là, les puces, on en a parlé, les infections. Ces animaux facilement contaminent l'être humain, très facilement. Tout à fait. Eh bien, heureuse d'annoncer, je crois que le sujet est bien passé. Bien sûr. Désormais, on retient que le nettoyage canin n'est pas qu'une question d'esthétique, mais beaucoup plus une question de santé, non seulement pour l'animal, mais aussi pour les êtres humains qui sont dans le même environnement que cet animal-là. Bien sûr, bien sûr. Et le spécialiste est revenu sur ça, Jojo Doc, voilà, est revenu sur ça. Ça permet d'éviter les infections. On a vu cet animal-là avec... on est en train de lui limer même les ongles. Franchement, il y a des animaux qui peut-être suivent ça. Voilà. Les griffes, voilà, merci beaucoup. Les griffes, pardon, ce n'est pas les ongles. Il y a des chiens qui sont peut-être devant la télé, qui regardent et vont se dire, mais moi, je n'en ai pas encore bénéficié. Je n'en ai pas encore bénéficié. Donc, franchement, il faut que nous puissions donner ces soins-là à ces animaux. Si on arrive à dépenser... Il y a même des chiens qui coûtent même des millions. Bien sûr. Et les gens investissent pour l'avoir. Tout dépend de la race du chien dont il est question. Mais franchement, il faut également investir pour leur bien-être, pour leur entretien. Et il a dit, ils n'ont pas besoin de tout type de shampoing. Il y a des shampoings adaptés pour éviter les irritations. Parce qu'il ne faudrait pas aller vouloir prendre soin de son chien et lui donner des soucis de santé. Et il y a des parties sensibles, notamment la tête. Il faut savoir prendre soin de ces parties-là pour le chien, sinon facilement il peut devenir agressif. Tout à fait. Et justement, on a vu tout au long de ce tournage que le chien qui a été nettoyé n'était pas agressif. Non. Il était tranquille, il se laissait faire. C'est un chien qui a apprécié quand même la séance de nettoyage. Par contre, le spécialiste nous a confié qu'il y a certains qui viennent et puis c'est la débandade. Tout à fait. Ils n'aiment pas du tout l'eau. Ils ne sont pas habitués, il faut le comprendre. Les propriétaires ne les ont pas habitués à cela. À se laver. Pour une première fois, mais les dresseurs de chiens également prennent des dégâts collatéraux. Tout à fait. C'est un peu ça. Heureuse d'annoncer, merci pour cette démonstration, cette découverte dans l'univers des soins. Franchement, c'est une découverte pour beaucoup. Oui, c'est une découverte, tout à fait. Même pour moi aussi, parce que je me dis, mais, ah bon, il a besoin de tout ça? Ah ben bien sûr. Et il faut le préciser, quelque part, il a dit... Pour ceux-là qui n'ont pas d'appareil pour le séchage, très souvent, on met le chien au soleil. Mais on a eu des témoignages, ils ont perdu leur chien par ça. Eh bien, de toutes les façons, on sait désormais qu'il existe un centre et vous pouvez donc... Beaucoup de centres. Beaucoup de centres, voilà. Oui, on n'a visité qu'un seul. Apporter les soins qu'il faut à votre chien. Merci, Danonde. On se retrouve demain pour une autre question de santé. Si Dieu le veut. Allez, Dieu il le voudra. Il est avec nous. Bien sûr. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, Mesdames et messieurs, on va passer au sport. Vous le savez, l'actualité est là. Blaise Adanko est déjà dans ce studio. On l'installe avec ce tapis. Blaise Adanko, bonjour. Bonjour Alain Sochoumen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être ici pour partager l'actualité sportive. Et justement, l'actualité, elle tourne autour de nos Amazones UV, sacrées championnes. Bon, enfin, qualifiées, je vais dire. Sacrées qualifiées. Je suis pressé de les voir championnes du monde. Pourquoi pas? J'en rêve. Qualifiées avec la manière, les Amazones U20, après donc une victoire en aller-retour face à l'équipe de la Côte d'Ivoire. 5-2. Il y a eu le match aller, 1 but partout. Et il y a eu la manche au retour à Lomé. C'était dimanche. Hier, ils sont rentrés avec, on l'annonçait sur ce plateau, un accueil à la hauteur quand même de l'exploit pour nos Amazones, avec un passage notamment par Ilakodi, Commun, Ouida, mais également Kpaou, où le public est sorti assez nombreux pour accueillir vraiment nos héroïnes, comme on les appelle. Elles ont atterri à l'esplanade de l'Amazone. Je vous propose de suivre ce reportage que nous proposent Alexis Seglemont et William Bassabi. Partis de Lomé à la mi-journée, les Amazones U20, fraîchement mondialistes de leur catégorie, ont fait le trajet en Rennes. Elles ont été accueillies à l'entrée de la ville d'Agoué par les Angbeto.
Aouida, c'est la grande muette qui leur rend une fière chandelle pour avoir hissé haut le drapeau national. Enfin, à Paou, avant d'entrer à Cotonou, les populations ne se sont pas fait prier pour célébrer les héroïnes de Kégué. Le trajet Lomé-Cotonou donne ainsi le ton des différentes cérémonies prévues pour immortaliser l'exploit du coach Ouzero Aboulaye, son staff et ses pouliches. Blaise Adankpo, quel est l'avis des supporters sportifs sur cette qualification? Les reporters sportifs, eux qui notamment suivent la plupart de ces filles lors du championnat national, lors des différentes journées du championnat national, parce que, tenez-vous tranquille, le match il est déjà terminé dimanche. Qu'il faut déjà revenir aux affaires domestiques pour la plupart de ces filles. Donc, fini l'ambiance quand même de la qualification. Elles vont fêter en club, mais déjà demain mercredi, c'est la 17e journée du championnat féminin et les clubs qui ont un peu de retard pour aller chercher soit la première ou la deuxième place afin de pouvoir jouer les playoffs de ce championnat vont devoir se battre également lors de cette prochaine journée. Donc, la plupart de ces journalistes, ils sont souvent au stade, ils regardent les filles, mais ils étaient également présents du côté de Lomé et on a pu recueillir leur avis sur la qualification du Bénin pour Pologne 2026. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés face à la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas éliminé la Côte d'Ivoire, nous avons écrasé la Côte d'Ivoire. C'est une démonstration de force. Le Bénin envoie un message fort. C'est le couronnement d'un processus qui est parti des classes sportives. Des moins de 15 ans jusqu'à aujourd'hui. On a raté de peu le mondial U17. Vous avez vu, les filles, elles ont pleuré, c'est normal. Mais aujourd'hui, il y en a parmi elles qui sont là, qui doivent jubiler. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est une chaîne. C'est parti de l'État à la fédération, de la fédération aussi. On les oublie souvent. Les entraîneurs qui ont fait un bon travail de coaching et aujourd'hui c'est le lieu de leur tirer un coup de chapeau. On espère que ça va continuer ainsi. On a constaté beaucoup d'améliorations chez nos filles et ces classes au championnat régulier que nous avons. Le championnat désormais régulier, ça permet aux filles de corriger les déchets techniques. On ne va pas oublier ces filles-là qui ont travaillé, qui n'ont pas réussi à se qualifier, à qualifier le Bénin. Je parle notamment de la génération de Odile Ranwanou en 2007, de Noélie Abamo et toutes les autres filles-là qui à un moment donné ont posé les pas dans lesquels les autres joueuses aujourd'hui sont en train donc de passer. Félicitations aussi à celles qui sont là aujourd'hui, Romaine Gandonou et Saklik, qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour nous amener à ce niveau. Je pense que ça va donner de la visibilité au football béninois. Les recruteurs vont nous accorder un peu plus de crédit pour venir dénicher désormais les talents au Bénin. Félicitations également à Abdoulaye Ouzero. Le Bénin aura sa carte à jouer avec ce que nous avons comme effectif. Maintenant, l'autre chose au niveau des staffs également, il s'agira de faire confiance aux filles, de garder le statut et essayer de compléter quelques-unes qui pourront peut-être nous renforcer. Parce que c'est toujours bien, c'est bon cœur d'avoir un pays qui va à une Coupe du Monde. Et c'est aussi un soft power en retour pour le pays. Blaise Adankpo, Pologne 2026 est en septembre et les pays qualifiés sont connus. Oui, parmi les 24 nations qualifiées, il y a 4 nations africaines, notamment le Ghana, le Nigeria et la Tanzanie, qui, comme le Bénin, va participer à son tout premier mondial féminin dans cette catégorie. Il y a également des pays qui sont quand même habitués à cette compétition, l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, le Canada également. Et vous aviez également la Pologne qui accueille d'ailleurs la compétition. Mais il y a ces équipes de la zone Asie qui mettent assez de moyens dans le football féminin, à l'image de la République de Corée du Nord, qui a d'ailleurs remporté la Coupe du Monde U17 et qui certainement va avoir l'une des meilleures générations à revenir, à être reversée pour la Coupe du Monde U20 du côté de la Pologne. Donc voilà le Bénin qui fait donc quand même partie de ces 24 meilleures nations qualifiées pour le mondial qui va se dérouler du côté de la Pologne à partir du 5 septembre et pour véritablement aborder dans
dans une certaine bonne mesure, dans de meilleures conditions, cette compétition. C'est qu'il faut bien se préparer parce que le coach Ouzérou, il était l'invité du journal hier, il a rappelé 6 ou 7 joueuses ne seront pas de la partie. Donc, il faut encore recréer un nouveau groupe pour pouvoir, pour cette compétition. Alors, mon cher Blaise Adankpo, prix Marc Vivien Foé, on connaît désormais le vainqueur. Oui, c'est le prix Marc Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française cette année. Le prix revient au Malien du RC Lens, Mamadou Sangaré, qui a donc remporté le prix alors qu'il avait face à lui 2 Sénégalais, Lamine Camara et Moussa Niakate. Le Lensois s'est donc imposé avec 313 points devenant ainsi le premier Malien à remporter ce prestigieux trophée avec 28 matchs disputés en Ligue 1 cette saison pour 3 buts et 4 passes décisives. Mamadou Sangaré a donc pleinement participé à la belle saison du RC Lens, qualifié pour la prochaine saison de la Ligue des Champions. Mon cher ami Blaise Adankpo, voilà, on aura fait le tour d'horizon. On dit félicitations une fois encore aux Amazones. La préparation va démarrer et ce qui est sûr, on espère ramener la Coupe de Pologne en République du Bénin. De toute façon, c'est une première participation. Il y a des nations qui ont une vraie longueur d'avance sur le Bénin. Mais le rêve est permis de toute façon. Le rêve, il est permis. Votre chance, votre étoile peut briller. Ce n'est pas interdit quand même de pouvoir rêver. Mais de toute façon, Ouzérou Abdoulaye et son staff ils savent qu'ils ont du pain sur la planche, qu'il faut quand même véritablement honorer cette première participation au Mondial U20 du côté de la Pologne. Merci à vous, Blaise Adankpo. On va sonner donc la dernière clochette de cette émission. Ça va être la revue de presse. Et voici le tapis sur lequel nous installons Marcela Rossi. Que dit la presse en ce jour? Marcel, on se retrouve, mais dans le compartiment revue de presse. À nouveau, bonjour. Bonjour de nouveau, bonjour à tous. Aujourd'hui, la presse béninoise oscille entre célébration populaire, recomposition politique et réflexion sur l'héritage du pouvoir des Amazones U20. Porté en triomphe au débat sur l'après-talent, les journaux aujourd'hui parlent du portrait, dessinent le portrait d'un pays en pleine transition. D'abord, La Nation, quotidien de service public, met à l'honneur les Amazones U20 du Bénin après leur qualification historique pour la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026. Le quotidien national raconte un accueil exceptionnel réservé aux joueuses dès leur arrivée à Ilakondi. Les protégés d'Ouzérou Abdoulaye ont traversé plusieurs villes sous les acclamations populaires de Komé à Ouida avant une grande célébration à l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. La Nation décrit une mobilisation populaire rarement observée autour du football féminin béninois. Pour le journal, cette qualification dépasse le simple exploit sportif. Elle symbolise la capacité de cette équipe à fédérer tout un pays autour d'un même élan de fierté nationale. De son côté, Matin Libre s'intéresse au climat politique à l'approche du 24 mai et aux attentes placées dans le futur pouvoir. Le quotidien évoque les appels à la libération des détenus politiques et au retour des exilés afin de favoriser un apaisement national. Le journal observe qu'une partie de l'opinion tourne désormais ses regards vers le président élu Romuald Wadagni, perçu comme celui qui pourrait ouvrir une nouvelle phase de décrispation politique. Matin Libre souligne également l'adhésion de plusieurs acteurs politiques, syndicaux et sociaux autour de cette attente d'unité nationale et de réconciliation. À travers une analyse plus politique, Info Matin revient sur l'héritage du président Patrice Talon à quelques jours de la fin de son mandat. Le journal reconnaît les importantes transformations opérées sur le plan des infrastructures, des réformes économiques et de la modernisation de l'État. Mais il met également en lumière les fractures politiques apparues durant les années de gouvernance. Info Matin s'interroge notamment sur le sort des anciens alliés du chef de l'État aujourd'hui en prison, à l'extérieur
ou éloignés du pouvoir. Enfin, le matinal analyse le ralliement annoncé de la force Kori pour un Bénin émergent à la mouvance présidentielle. À l'approche de l'investiture de Romuald Ouadagni, le quotidien rappelle que le parti réuni en Conseil national à Cotonou a choisi de quitter officiellement l'opposition pour accompagner la majorité présidentielle. Une décision diversement appréciée dans l'opinion. Pour certains, il s'agit d'un choix de réalisme politique. Pour d'autres, ce ralliement confirme une proximité ancienne entre la FCBE et le pouvoir. Le matinal estime surtout que cette évolution accentue l'affaiblissement d'une opposition déjà fragilisée par les réformes du système partisan et les dernières échéances électorales. Au final, la presse béninoise de ce jour présente donc ce pays partagé entre célébrations sportives depuis quelques jours et recomposition politique. Un pays qui applaudit ses Amazones et un pays qui observe attentivement les premiers contours du Bénin de l'après 24 mai. Ainsi va la presse ce matin. Merci à vous, Marcel Arrossi. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Demain, avec le même plaisir, le même punch. Allez, merci à vous. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce numéro de votre matinale Bonjour le Bénin. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci pour votre attention. Restez scotchés au programme de Bénin TV car le meilleur c'est ici. Demain, on se retrouve.